La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, avoir une belle famille, des beaux enfants et des beaux parents est une occasion de rencontre, de découverte d'un autre fonctionnement relationnel. Voilà ce qu'écrit Yvidor dans son nouveau livre. On va creuser avec elle puisqu'elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes de sciences et technologies, et ce, dès l'école primaire, pour une actu anniversaire, les 50 ans de la découverte de Lucie. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, spaghetti, farfalle et fusilli, bref, pasta party, car oui, à certaines conditions, les pâtes, c'est bon pour la santé. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Yvidor, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et docteur en psychologie. Vous signez chez ESF Sciences Humaines « Belle-mère, beau-père, trouver sa place ». Et il y a un sous-titre « Faciliter les relations entre enfants et beaux-parents ». C'est un titre extraordinairement ambigu parce que moi, je vous avoue l'avoir lu en pensant famille recomposée. Beau-père, belle-mère avec les enfants, mais en fait, les beaux-parents, c'est avant tout les parents du conjoint. Que dit cette polysémie qui, si je vous ai bien lu, est propre aux Français? Oui, effectivement. Et ça, c'est... Bon, je ne suis pas française d'origine, je suis brésilienne, et ça faisait partie des surprises de la langue, hein, quand on parle une autre langue, et on découvre une autre langue en faisant une migration. Belle-mère, beau-père, ça m'avait surprise au début, déjà, hein, ça fait 25 ans que je suis en France, mais ça, c'était quelque chose qui m'avait interpellée. Et puis quand j'ai compris qu'on utilisait le même mot pour désigner les parents du conjoint et les conjoints des parents des familles recomposées, je me suis dit c'est très intéressant, et je me suis mise un petit peu à chercher dans d'autres langues. Je pense que c'est une particularité française du XIIIe siècle, avec l'idée, c'était une formule de politesse. De appeler beau-père, belle-mère, de manière polie, les beaux-parents, pour les inviter donc à venir sur la scène de la famille. Voilà, et donc je trouvais que c'était quand même très intéressant d'écrire sur ça, parce que je dois dire qu'en tant que clinicienne, thérapeute de famille, de couple, les beaux-parents, le beau-père et la belle-mère prennent vraiment une place importante dans la demande des personnes en thérapie. Qu'on soit conjoint ou qu'on parle des beaux-parents, des enfants. On va commencer avec les parents du conjoint. Vous dites qu'on ne tombe pas amoureux d'une personne, mais du type de relation qu'on peut établir avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ça c'est une phrase de Sigi Hirsch, que j'ai reprise dans le livre. C'est-à-dire que plus que ce que cette personne pourrait évoquer en elle-même, pour moi, c'est la relation que je veux trouver comme familière. C'est-à-dire que cette modalité relationnelle, le type d'interaction qu'on a, on va dire le script relationnel, va faire penser à un autre script que j'ai déjà connu, que j'ai déjà vécu. Et donc... Et ce script, il peut être lié à sa propre famille. Ah, totalement, parce que ce sont les personnes, les premiers scripts de la relation sont ceux avec nos parents, nos frères et sœurs, parce que ça compte aussi. Très souvent, on est dans une lecture très verticale des relations familiales. On dit parents-enfants, grands-parents-enfants, mais la relation horizontale des fratries joue un rôle très important dans le choix de partenaire. Donc, ce n'est jamais par hasard. Alors, on peut rechercher par imitation ou au contraire, par contraste, en se disant, voilà, j'ai expérimenté tel type de relation, je n'en veux surtout pas. Et c'est ça que me propose... l'élu avec un E ou pas de mon cœur. Les belles familles, je parle toujours de la belle famille, les parents du conjoint, les belles familles, elles n'ont pas toujours bonne presse, et pour cause, parce que quand elles n'aiment pas le gendre ou la bru, elles ont mille et une stratégies pour le faire savoir. Alors il y a énormément, je ne l'ai pas dit dans votre livre, d'exemples, vous racontez des histoires, tout ça a été anonymé, ce n'est pas les vrais noms des gens, mais ce sont des gens qui ont existé, et waouh, parfois c'est quand même costaud d'avoir des beaux-parents. Oui. Alors c'est sûr que l'aval ou le refus des beaux-parents de cette relation de leur enfant, de leur fille, c'est quelque chose qui va jouer un rôle très important dans le couple, et on l'observe parce que c'est comment le partenaire, il est un peu un ambassadeur de l'autre. Et la manière qu'il aura d'amener cette relation et d'inviter cet autre dans l'espace familial va jouer un rôle très important. Donc, quelquefois, dans les couples, certains se disent « mais tu m'as pas trop défendu, tu n'as pas été trop à côté de moi ». Et puis, il y a
objectivement en réel conflit de loyauté entre celui qui amène un conjoint, un partenaire, une partenaire, et quand même le lien qu'il a avec ses parents, qu'il ne veut pas décevoir. Mais évidemment, ça c'est la version soft, parce que les beaux-parents peuvent aussi, de manière très volontaire, entraver le couple. Il y a plein de façons d'envahir un couple, de déborder les limites. Oui, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que c'est quand même une autre logique de vie, c'est une autre logique relationnelle. Et d'ailleurs, c'est souvent la belle-fille ou le beau-fils qui va dire « Ah, ça fonctionne comme ça dans ta famille, ah, vous faites comme ça » et qui va peut-être mettre un peu la puce à l'oreille de l'autre, dire « Mais ça, c'est pas normal, qu'on puisse pas parler, chez vous, on ne dit pas. » Et puis, ça va aussi éclairer l'autre. Mais je ne pense pas que ça soit un hasard. Je crois que ce choix et aussi, quelquefois, on choisit un bouclier ou on choisit un défenseur. Quelquefois, on choisit celui qui va faire l'annonceur des « ça ne doit pas être comme ça ». On va mettre les pendules à l'heure. Quelquefois, malheureusement, le partenaire va être mis à cette place-là. Et bon, ça ne passe pas toujours bien. Voilà, ça peut être inconfortable. Venons-en, si vous le voulez bien, avec ce qui est le cœur de nos sujets ici à School TV. C'est plus le côté famille recomposée avec des enfants, des adolescents. Déjà, il faut dire qu'elles sont nombreuses, puisqu'on comptait vous donner les chiffres de 2018, 728 000 familles recomposées. Ça fait 9% des familles. Ça fait du monde. Ouais, exactement. Ouais. Et ce qui ne veut pas dire que ce sont que les couples séparés. C'est-à-dire ce qu'on considère famille recomposée, c'est dans lesquelles il y a au moins un enfant élevé par le couple. Donc oui, il y en a beaucoup. C'est quand même, vous imaginez bien, dans la clinique, un sujet qui vient très souvent. C'est vrai que l'idée de ce livre, elle est basée sur sans doute un moment où c'était possible pour moi de l'écrire. Oui, vous dites d'ailleurs, si je me souviens bien, dans l'introduction, j'aurais pas pu l'écrire avant. Oui. Il faut être un peu... Même le thérapeute ou la thérapeute en l'espèce a besoin d'être un peu en paix avec elle-même. Oui, je pense. Je pense toujours, hein, parce que on n'est pas neutre dans le travail qu'on fait et on est perméable à ce qui se passe par rapport à notre position à ce moment du cycle de vie, à cette étape du cycle de vie. Ce qui n'est pas, peut-être dans quelques années, je vous dirais, je suis beaucoup plus sensible envers les belles-mères parce que je le suis moi-même. Mais il y a quand même quelque chose de lié à la position du thérapeute. L'idée, c'est d'être dans une forme de... C'est pas d'être impartial, en tout cas de donner à tout le monde une place, mais je pense que je suis très sensible à la position des enfants, à la situation des enfants, qui dans certaines situations est super dure. Ouais, super délicate. Il y a deux moments charnières, il n'y en a pas que deux, mais quand même ceux-là sont charnières à peu près systématiquement quand la famille va se recomposer. Le premier moment, c'est avant la recomposition, c'est la séparation. Et là, c'est un deuil massif à faire pour l'enfant, le deuil de la famille unie, de la même façon que les parents, au même moment, font le deuil du couple qui va durer toute la vie, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment très important parce que l'enfant, il n'est pas dans la même temporalité. Quelquefois, et je pourrais même dire souvent, l'enfant, il n'a pas compris l'état de mal-être du couple. Et même la séparation s'annonce dans la tête des uns et des autres, même entre partenaires, quelquefois on est surpris. Mais pour l'enfant, c'est encore plus la surprise, quand bien même il a pu voir ses parents se disputer, être en conflit, être en tension. C'est pas tout à fait la même pour les adolescents, qui quelquefois voudraient, dans des cas de famille très conflictuelles, de couples très conflictuels, que les parents se séparent et tout ça. Pour autant, quand la chose arrive, c'est pas facile pour eux non plus. Même si on l'a voulu. Et oui. Ou du moins si on croit l'avoir voulu. Exactement. C'est à ça que ça sert d'aller voir des psys. Être beau-parent et bel-enfant, le lien n'est pas un lien de sang, mais un lien de peau. Extrait, belle phrase, je trouve, de Belle-mère, beau-père, trouver sa place, le livre Divideur. On la retrouve juste après l'anti-sèche. Guillaume Bure. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. J'ai un petit peu creusé pour voir à quel moment des programmes scolaires on croise Lucie. On la croise dès l'école primaire parce que ça permet de faire des choses, Lucie, en sciences et technologies. Et puis on la recroise évidemment par la suite dans le programme. Mais donc elle est présente dans l'imaginaire des enfants et dans les études tout petits. Et Lucie, il se trouve que c'est son anniversaire, du moins l'anniversaire de sa découverte, c'était il y a 50 ans. Oui, effectivement, c'était autour du 25 novembre, si la mémoire est bonne, et on est parti tout simplement au Musée de l'Homme, où j'ai pu rencontrer et échanger avec Sandrine Pratt. Elle est chercheuse au CRNRS, elle travaille au Musée de l'Homme, elle est surtout paléo-anthropologue. Alors, première question, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous propose de l'écouter.
On va étudier les fossiles humains, donc nos ancêtres, depuis 7 millions d'années jusqu'à peu près 50 000 ans, enfin jusqu'à l'homme actuel. Je pense que c'est essentiel d'aller sur le terrain. C'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir des biais de représentation, etc. Donc l'idée du terrain est essentielle. Alors vous l'avez dit, hein, Lucie, ça nous parle à tous. On a dans notre imaginaire ce squelette, on l'a vu dans les livres notamment d'histoire-géographie. Mais au fond, qui est Lucie ? Eh bien, une nouvelle fois, écoutez Sandrine Pratt. Alors Lucie, elle a été découverte le 24 novembre 1974 et à l'époque c'était le squelette le plus complet qui avait été découvert et on savait qu'elle était bipède, donc c'était le premier individu bipède daté de plus de 3 millions d'années. Elle a été découverte en Éthiopie, dans la région de l'Afar, dans un site qui s'appelle Hadar et plus précisément AL 288, donc c'est comme ça que nous on l'appelle. Portrait robot. Portrait robot, un crâne de 380 cm3, 1,10 m pour la taille, 25 à 30 kg à peu près. Elle avait 12 ans en fait quand les ossements ont été retrouvés. Elle était adulte en fait, il faut le savoir, puisque les dents de sagesse avaient poussé. On sait ce qu'on disait, les dents c'est vraiment l'ADN de tout. En gros, son âge, pour vous donner un exemple, c'est entre 20 et 30 ans aujourd'hui en 2024. Les photos que vous avez vues au passage pendant que Sandrine Pratt évoquait et parlait, c'était de la préhistorienne Gudrun Corvinus qui nous les a notamment données. Alors vous en doutez, la découvrir n'a pas été simple, mais ça n'a surtout pas été le fruit du hasard. Ça n'a pas été par un pur hasard du tout. En fin de compte, il faut remonter plusieurs années avant, grâce aux travaux de Maurice Taïeb, donc qui est un géologue français qui a fait beaucoup de géologie dans ce coin et qui, dès 1969, a découvert le potentiel de ces terrains. Il y a eu une première mission en 72, donc c'est un groupe qui s'appelle IARE, International Afar Research Expedition, dirigé par Maurice Taïeb, avec Yves Coppens et Donald Johansson, et également un autre géologue qui s'appelle John Kalb. Donc ils ont monté ce projet, et donc en 72, ils ont trouvé des fossiles très anciens, notamment d'éléphants. Donc ils savaient qu'ils étaient dans des terrains au-dessus de 3 millions d'années. En 73, ils ont fait les premières découvertes d'hominines et notamment un genou, c'est-à-dire la partie supérieure d'un fémur et inférieure du tibia, qui montrait qu'on avait un individu bipède. Donc ils savaient qu'ils avaient des individus bipèdes au-dessus de 3 millions d'années dès 1973. Et grâce à cette découverte, ils ont pu lever des fonds, notamment surtout aux États-Unis, pour faire une grosse mission, une plus grosse mission en 1974. Il y a une petite anecdote quand même qu'on va rappeler, son nom. Ça n'était pas l'année du L. Et non. Même si, effectivement, Lucie, on pourrait y penser. Mais non, c'est autre chose, tendez l'oreille. Le prénom, c'est qu'en fait, l'équipe, donc qui était une équipe éthiopienne, française et américaine, écoutait les Beatles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce prénom. Mais en Éthiopie, elle n'est pas connue sous le nom de Lucie, elle est connue sous le nom de Dikinesh, qui veut dire « tu es merveilleuse ». Voilà, s'ils avaient écouté les Stones, elle se serait appelée Angie, elle se serait pas appelée Lucie. Lucy in the Sky with Diamonds pour les Beatles, si vous cherchez sur Internet, 1967 pour la date de la sortie. Alors justement, une question qu'on pourrait se poser, c'est sa conservation, puisque vraiment, les ossements sont restés. Alors il faut le savoir, sur le lieu où elle a été retrouvée, au Musée de l'Homme, vous trouverez des répliques, mais comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette conservation ? Écouterez la paléoanthropologue. Elle a 42 os, donc si on regarde par en nombre d'os, ça fait 20% d'un squelette, mais vu les éléments qui sont conservés, ça fait 40% de représentation, donc c'est assez important. Il manque quand même des éléments, notamment des éléments du pied, les éléments de la main. En fin de compte, les tout petits os, c'est compliqué à se conserver parce qu'il peut y avoir, au moment du dépôt, de l'eau, etc. Donc c'est des éléments qui vont partir en premier. Il peut y avoir aussi des prédateurs, etc., qui vont prendre ces éléments. Après, la conservation, ça dépend. Il faut que votre individu, en fin de compte, il y a un enfouissement très rapide, c'est-à-dire qu'il y a du sédiment qui soit assez rapidement au moment du décès pour que ça puisse se conserver. Et si on la connaît aussi bien, Guillaume, c'est pas seulement parce qu'elle est ancienne, c'est parce que dans notre milieu, on appelait ça un scoop. C'était énorme à l'époque de découvrir un squelette. Effectivement, c'était le premier fossile qui a été vraiment retrouvé et le plus complet, surtout, daté au-dessus de 3 millions d'années. On ne parle pas d'hier, on parle vraiment il y a très très longtemps. En 75, on avait un autre site qui s'appelait La Première Famille. Il y avait 200 restes qui appartenaient à 17 familles qui avaient là aussi été retrouvées. Éthiopie, Kenya, Tanzanie. Il y a toujours des recherches qui se font d'ailleurs dans ces 3 pays, des recherches américaines et des recherches françaises. La question du financement peut se poser. Comment est-ce qu'on finance aujourd'hui en France ? Grâce notamment aux différents ministères, mais ce sont surtout des fonds privés. Aux États-Unis, c'est exclusivement des fonds privés qui vont notamment financer. Alors si vous souhaitez découvrir, en tout cas une reproduction, allez flâner dans les allées du Musée de l'Homme à Paris au niveau de la place du Trocadéro. C'est tout simplement super. J'ai adoré une nouvelle fois l'endroit et je vous le conseille. Merci beaucoup Guillaume. On passe de Lucie au squelette dans le placard
de notre psychisme. On va retrouver Yvidor dans quelques instants. Oui, elle était moyenne, cette transition, je sais. Allez, belle-mère, beau-père, trouvez sa place. Yvidor, dans le livre, vous donnez plein de cas, mais un des mots-clés qu'on retrouve, c'est la notion de mouvement, de dynamique, l'idée que les relations ne sont pas figées. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un livre basé sur mon expérience clinique, donc j'ai écrit souvent comme ça. C'est le premier livre grand public, mais j'ai publié d'autres livres chez les ESF où je raconte beaucoup d'exemples cliniques, à un côté un peu conteur, qui est peut-être familial chez moi. Mais oui, la relation, elle est mouvante, elle est dynamique, et c'est pour ça qu'il faut toujours se dire qu'il y a encore quelque chose à faire et que c'est important de s'y appliquer. Il est vrai que les débuts de la relation laissent une trace, laissent une marque, une empreinte. Pour autant, on peut aussi se dire que ces choses, elles peuvent évoluer avec l'enfant qui grandit, avec aussi l'adulte qui se décale et l'expérience de vie qui nous fait évoluer. Justement, sur cette rencontre, une bonne façon d'essayer de la rendre fluide, vous donnez quelques conseils dans le livre, c'est notamment d'être clair. Il ne faut pas essayer d'embrouiller les enfants, ça ne marche pas. Oui. Je pense que c'est très important de dire les choses simplement, bien sûr à la hauteur de ce qu'un enfant peut entendre. On ne va pas dire la même chose s'il a 5 ans que s'il a 10 ou qu'il en a 15. Pour autant, je pense qu'il faut dire les choses avec sincérité. Le coup de « je passe une journée avec mon amie, ma copine, enfin ma collègue de travail, et alors plus tard, 15 jours après, on la présente comme son amoureuse », ça c'est un truc qui ne marche pas et c'est pas une bonne idée. À part si c'est vraiment l'histoire. Oui, sauf si ça se si on conclut dans l'intervalle. Mais auquel cas, c'est assez facile à expliquer puisque ce n'est pas un mensonge. Donc, exactement. C'est l'entourloupe qui est difficile. C'est l'entourloupe qui est compliquée. Voilà. Pour le beau-parent, vous conseillez la posture de la bienveillance discrète. Ouais. C'est quoi la bienveillance discrète? Ah ouais, mais ça peut me valoir des ennemis, cette idée. Hein, parce que c'est vrai que quelquefois, j'observe des ennemis, c'est trop dire, mais des personnes qui sont mécontentes de cette perspective. Parce qu'il est vrai que quelquefois, les beaux-parents arrivent avec beaucoup d'intentions, beaucoup de bonnes intentions, beaucoup d'envie de, entre guillemets, éduquer cet enfant, améliorer cet enfant, faire en sorte qu'il soit mieux élevé, bien plus poli, surtout quand il y a un conflit important entre les conjoints, les parents de l'enfant, les anciens conjoints, et le partenaire d'aujourd'hui ou la partenaire d'aujourd'hui. Il faut dire, regarde comme je fais mieux, il y a quelque chose dans une espèce de challenge. On veut prendre sa place. Exactement, et de vouloir prendre sa place, et quelquefois là on est intrusif, et ça c'est quand même quelque chose auquel on doit être attentif. Et alors spoiler alerte, les enfants ils n'aiment pas du tout, parce qu'ils sont pris, quoi qu'il arrive, et aussi gentil soit le beau-parent, dans un conflit de loyauté, quoi qu'il arrive. Totalement, parce que cette famille-là, elle a existé, enfin une famille a existé, et puis l'arrivée de ce partenaire nouveau, de ce beau-parent, elle a presque la preuve qu'elle ne reviendra plus. Enfin, il va falloir, c'est une étape de plus dans, il faut que tu abandonnes l'idée que ce couple de parents va revenir, que ta famille va être celle d'avant. Donc ça, c'est déjà un choc pour l'enfant, et en fonction de l'état de chacun des parents face à la séparation, parce que quelquefois, un enfant arrive chez son parent qui a sa nouvelle compagne ou son nouveau compagnon, et il a laissé un père ou une mère en larmes. Ou bien très triste. Et ça, c'est aussi difficile de switcher. Donc, malgré la très bonne volonté du beau-parent, quelquefois, il vaut mieux aller avec prudence, parce que bienveillance et intrusion, quelquefois, une limite très ténue. Il faut y aller avec prudence, et il faut aussi que le parent aide le beau-parent, lui fasse une place, à contrario. Et vous dites, je trouve que c'est une jolie idée, que protéger son enfant, c'est entre autres le laisser construire des relations stables, des relations sûres avec d'autres adultes. Et là, on a un autre adulte à portée de main, c'est le beau-père ou la belle-mère. Exactement. Je pense que ça vient nous solliciter sur nos représentations de quelle est cette famille nouvelle. Et quelquefois, je trouve que c'est un peu une erreur de vouloir constituer une famille traditionnelle ou classique sous l'habillage d'une famille recomposée, qui ferait que on exige aussi de l'autre, malgré soi, qu'il ait une posture comme s'il fallait refaire la famille traditionnelle. En parlant de refaire famille traditionnelle, parfois ça vient des enfants, et alors notamment quand ils demandent au beau-père ou à la belle-mère « est-ce que je peux t'appeler papa, est-ce que je peux t'appeler maman ?» ou qu'ils le font d'ailleurs sans demander l'autorisation. Et là vous dites « attention ».
Oui, je dis attention dans certains cas, parce qu'il faut toujours être dans qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire pour cet enfant. Mais dans d'autres situations, quand le parent est très éloigné ou qui n'est plus du tout présent dans la vie de l'enfant ou que le parent est décédé ou que il Alors je mettais de côté ces situations-là. Mais en fait, quand il existe encore, vous dites... Oui, c'est bien de marquer. Il y a plein d'autres noms. Voilà. Hein, il y a plein d'autres noms qui peuvent être des jolis noms. Et je pense à une situation clinique où la dame dit, tu peux m'appeler jolie belle-mère, jolie mère, belle-mère, jolie mère, comme tu veux, etc. Et c'est sympa aussi. C'est sympa. Vous consacrez, Yvi, plusieurs chapitres à la fin à l'inceste et aux violences sexuelles. Pourquoi donner autant de place à ça? C'est parce que c'est des problèmes que vous avez rencontrés, j'imagine, dans votre pratique clinique? Alors, il y a un chapitre, mais je donne 2 exemples cliniques sur cette situation, voire 3. Je ne me rappelle pas exactement, mais je pense 2 ou 3. Mais en fait, je ne voulais pas au début, mais finalement, ça fait quand même partie de la clinique. Et je dois dire que c'est un élément. Je ne voulais pas parce que je ne voulais pas encore à nouveau mettre ce stigmate du beau-père ou de la belle-mère qui abuse, etc. Pour autant, vers la fin, je me suis dit, il faut quand même que je dédie un chapitre à cette question et je crois que c'est nécessaire. Parce que, alors absolument, et c'est pas seulement un stigmate, parce que vous citez une étude de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, une violence sexuelle sur 3 commise à l'intérieur de la famille est perpétrée par le père ou le beau-père. Et père et beau-père sont indifférenciés dans les statistiques. Donc il y a quand même un problème. Qu'il faut signaler. Et là, vous avez aussi un petit truc pour la mère quand même, en disant il ne faut pas qu'elle soit incestigatrice. C'est un mélange évidemment d'inceste et de instigatrice. Ouais. Il peut y avoir comme ça, on peut créer des atmosphères incestueuses dans une famille, au besoin avec la complicité de la maman. Tout à fait. Et ça, c'est un terme de Martine Nice, qui est une collègue qui travaille sur ces questions, et je trouve très à propos. Et c'est souvent des femmes qui ont été elles-mêmes victimes et qui créent malgré elles un contexte dans lequel les abus deviennent possibles sans être visibles pour elles. Hein, c'est-à-dire ça, c'est invisible pour elles et pour autant, tous les ingrédients y sont et dans l'après-coup, on se dit comment c'est possible qu'elle ne l'ait pas vu. Et ça a des effets psychologiques sur l'enfant. Totalement. Et ça a des effets psychologiques sur l'enfant. Yvi Dor, merci beaucoup. Vous l'avez mentionné, j'ai essayé de le dire. C'est pas un bouquin très plaisant à lire parce qu'il y a plein d'histoires. Vous racontez effectivement des histoires, des situations. Et en même temps, il y a un substrat théorique qui est extrêmement important, mais ça n'est pas du tout qu'un ouvrage théorique. Donc ça, je voulais le signaler parce que c'est ce qui contribue à le rendre extrêmement plaisant à lire. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne. Belle-mère, beau-père, trouvez sa place. C'est aux éditions ESF Sciences Humaines. On retrouve maintenant, comme chaque semaine, Sandra Ferreira. C'est le jour du plateau repas. Je cherchais à le dire un peu à l'italienne parce que vous allez voir, c'est l'heure de la pasta. Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Plateau repas, c'est notre rubrique consacrée à la diététique et à la nutrition. Les Français consomment en moyenne 9 kilos de pâtes par an et par habitant. On est très loin derrière les Italiens, c'est 23 kilos. Mais on va quand même faire, grâce à vous, un petit point sur les pâtes. Et là, sentez déjà l'origine des pâtes. Vous aimez bien faire de l'histoire. Un petit peu, histoire de se rappeler que l'origine serait la Chine. Et ça serait Marco Polo d'ailleurs qui les aurait ramenés en Europe, plus précisément à Venise, effectivement, à la fin du XIIIe siècle. Sauf que il y a des recherches récentes qui ont dit qu'il y aurait des traces en Mésopotamie et que finalement, ça pourrait être là-bas. Bon, le débat reste ouvert. Quoi qu'il en soit, les pâtes, c'est bon. Et c'est les Italiens qui en mangent quand même le plus. Il y a exactement. Une quantité invraisemblable de variétés de pâtes. Ouais, alors, moi, j'ai retrouvé à peu près 350 variétés différentes, mais je pense qu'il doit y en avoir plus parce qu'il y a un peu tous les textes qui se contredisent. Et chaque forme convient à des types spécifiques de recettes. Je vous donne quelques exemples. Je ne sais pas si je les cite tous pour se sentir bien en Italie, mais on a macaroni, tortellini, spaghetti, penne, coquillettes, ravioli, lasagne, crozet, vermicelle, vous m'arrêtez quand vous en pouvez plus, fusilli, capellini, rigatoni, farfalle, tortellini, bucatini, on ne va pas toutes les faire. Oui, voilà, etc. Gnocchetti. Et surtout, des radiatori. Oui, c'est extraordinaire, c'est quoi les radiatori? Ce sont des pâtes en forme de radiateur.
Alors, je ne sais pas si on va voir l'image, mais en tout cas, ça a vraiment une petite forme de radiateur. C'est assez amusant. Et encore une fois, ça dépend. Ils sont très inventifs, les Italiens. Oui. Ça dépend de la recette que vous voulez faire. Absolument. Comment on veut que la pâte accroche ou pas la sauce, etc. Qu'est-ce qu'on choisit d'ailleurs comme type de pâte entre les complètes, les pas complètes, les semi-complètes? Alors, ce qu'on va choisir de préférence pour la santé de nos chers enfants et de nous d'ailleurs, sont plutôt les pâtes semi-complètes et complètes qui vont être meilleures pour la santé puisqu'elles sont plus riches en fibres, ce qui n'est pas le cas des pâtes blanches. Et les pâtes blanches, elles, on rappelle qu'elles agissent un peu comme un sucre dans l'organisme. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais qu'à choisir, vaut mieux des pâtes semi-complètes ou complètes. Cuisson. Et la cuisson, si jamais vous cuisez des pâtes blanches, cuisez-les al dente. Oui, vous voulez faire comment? Il y en a sinon, qui les cuisinent en purée, presque. Non, vous voyez ce que je veux dire. Al dente. Parce que ça va être truc, beaucoup mieux pour la santé. Sortir 1 minute avant la fin, parce que le temps d'aller du feu jusqu'à l'égouttoir, et puis pendant qu'elle s'égoutte, elle continue à cuire un petit peu. Pour les faire vraiment al dente, c'est 1 minute. Ouais, je vous donne mon truc. Les pâtes complètes, ceci étant, c'est pas forcément le truc que les enfants préfèrent. C'est pas vraiment ce qu'ils préfèrent. Les papas d'ailleurs. Oui, alors pour les papas et les enfants, l'idéal c'est de mélanger les deux. Vraiment, c'est ce qui marche le mieux. Un peu de pâte blanche, un peu de pâte complète, semi-complète, et là ça marche bien. Il y a aussi d'autres pâtes qui sont très bonnes pour la santé, qui sont riches en fibres, sont les pâtes de légumineuses. Oui, les pâtes de lentilles corail, qui sont orange en plus, assez sympa. C'est rigolo. C'est assez rigolo, ça contient beaucoup de fibres, de protéines, on est vraiment bien, c'est rassasiant, et c'est intéressant aussi pour le microbiote intestinal, qui sont les bonnes bactéries du ventre, et on sait que maintenant elles jouent énormément sur l'état mental de tout le monde. J'ai voulu gruger mon enfance, que vous nous invitez souvent à faire, en glissant quelques rondelles de courgettes dans un plat de spaghettis, et l'enfant a compris la gruge, il enlève les courgettes. Qu'est-ce que je fais? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est important qu'on se le dise aujourd'hui, c'est de mettre, quoi qu'il arrive, dans l'assiette à votre enfant, même s'il n'est pas très légumes, les pâtes et les légumes. Donc c'est très bien d'avoir mis les courgettes. Ouais. Maintenant, il les a mis de côté, au moins elles étaient là, il les a vues. Avec un peu de chance, il a pris une pâte avec une courgette. Mais si jamais il a faim, c'est surtout ça. S'il veut se resservir, ne pas lui interdire de se resservir des pâtes parce qu'il n'a pas mangé ses courgettes. Sinon, on met le doigt sur quelque chose d'hyper négatif dans le repas. En revanche, c'est vrai que c'est bien de lui proposer de goûter. Goûte une petite courgette quand même. Il faut que ça reste convivial. Mais c'est important de le laisser se resservir d'autres choses, même s'il n'a pas fini son assiette. Le truc, ça peut être les pâtes colorées alors les fameuses pâtes aux légumes. Les pâtes aux légumes, orange, plein de couleurs. La problématique, c'est que, en théorie, ça pourrait être pas mal, parce que c'est fait avec un peu de purée de légumes ou avec de la poudre de légumes déshydratée, mais la quantité est tellement petite qu'on ne peut pas considérer ça comme un apport. C'est pas un fruit et légumes par jour. Non, on ne le considère pas. Le mieux, c'est de rajouter les fameuses petites courgettes. Bon, voilà, ça serait l'idéal. Ce qui est important quand même avec les pâtes colorées, Emmanuel, c'est qu'elles ont l'avantage quand même d'être rigolotes et qu'il faut que le repas... Enfin, c'est rigolo parce que c'est coloré. Et donc, c'est comme... C'est coloré. La langue, elle est partie. Et donc voilà, toujours pareil. Le repas doit rester un moment convivial, agréable pour l'enfant, des formes différentes, des couleurs différentes, les pâtes de légumineuses et puis de temps en temps des pâtes semi-complètes. Il faut que ça soit fait toujours dans la joie et la bonne humeur. La bonne humeur. Et puis allez, si on les a un petit peu fait revenir, les courgettes, un petit peu d'ail, un peu d'huile d'olive, un petit coup de poivre et tout, ça passe mieux quand même. Largement. Sandra, merci beaucoup. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. On va se restaurer. Merci à vous, Sandra. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Julie Orner au maquillage, Marine Plantec qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son, Alice Pitavi ou Théo Boscar. Je crois Théo Boscar en fait à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et le Grand Oral est également accessible en version audio sur les principales plateformes de podcast. La quotidienne vous a été présentée par Microsoft.